Alors, bon jeudi matin à tous. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire Flare Systems et Infidem. Première collaboration entre nos deux entreprises pour un webinaire, donc on espère que ça soit vraiment des plus intéressants pour vous aujourd'hui. Je commence en nous présentant. Donc, David Etu, je suis chef de la recherche et je suis aussi cofondateur de Flare Systems. Mon expérience personnelle, pour ceux qui ne me connaissent pas, est plutôt en criminologie. Donc, j'ai passé peut-être les 10 ou 11 dernières années de ma vie à étudier les réseaux délinquants. J'ai plus de 45 publications dans des revues académiques sur le sujet, dans plusieurs types de revues, même le British Medical Journal, pour parler de l'impact de la consommation de drogue et du dark web. Et j'ai aussi développé donc plusieurs outils, que ce soit closed source ou open source, pour notamment, on peut penser à BitCluster, suivre les flux de Bitcoin. Aujourd'hui, en fait, je suis accompagné de Mathieu Chouinard. Je vais le laisser se présenter assez rapidement. Alors, bonjour à tous. De mon côté, je suis président fondateur de Forensic et de Infidem. Alors, deux sociétés de services conseils dans le domaine de la cybersécurité. Alors, d'un côté, on a Infidem qui travaille en mode prévention, donc qui assiste les organisations à mettre en œuvre les stratégies de sécurité les plus adéquates en fonction de leur contexte. Et de l'autre côté, on a l'équipe de Forensic qui est une équipe d'intervention en cas d'incident, en cas de problématique. Et aujourd'hui, ben, c'est un peu ça, c'est le retour d'expérience de nombreux incidents sous forme étude de cas là, que je vais avoir l'occasion de vous présenter tout à l'heure. Alors, merci Mathieu. Donc oui, justement, aujourd'hui, notre mission est vraiment de comprendre la chaîne d'attaque des ransomware, comprendre quelles sont les meilleures stratégies de prévention aussi qu'on peut adopter pour justement éviter les problèmes reliés au ransomware. Et donc, dans un premier temps, je vais faire un survol en fait de qu'est-ce qu'un ransomware. Je vais présenter aussi plusieurs vidéos de cas pratiques. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu à quoi ça ressemble un ransomware, vous allez en voir plusieurs en action aujourd'hui. On va parler en fait des meilleures techniques en fait que les délinquants utilisent pour infecter les ordinateurs. Et on va aussi parler du modèle d'affaires et expliquer un peu comment est-ce que cette menace-là est rendue si attrayante et surtout si lucrative pour les acteurs malveillants. Et dans une deuxième partie du webinaire, on va en fait avoir une étude de cas, comme Mathieu vient juste de dire, où il pourra venir nous parler donc justement de son expérience terrain avec un cas qu'il a vécu et pour vraiment vous donner une espèce de touche un peu plus concrète de comment est-ce que ça se vit une attaque de ransomware et surtout quelles sont les solutions pour se protéger contre le ransomware. À votre droite de l'écran, vous allez voir que vous avez un chat. Le chat est privé. Donc, si vous mettez des messages dans le chat, les autres participants ne les verront pas, malheureusement pour vous. Mais vous avez dans la section Handout les fichiers, en fait, que nous allons ajouter tout au cours de la présentation. Et si vous voulez donc avoir une copie, un petit souvenir d'aujourd'hui, vous pourrez voir les slides qui vont se retrouver à cet endroit-là. Le vidéo aujourd'hui du webinaire va se retrouver en ligne dans les prochains jours et on aura une période évidemment de questions et réponses. Donc, si vous avez des questions, tout simplement les indiquer dans la boîte de chat et nos équipes respectives vont s'assurer de classer toutes vos questions. Et à la fin de la présentation, on va avoir peut-être 15 minutes environ pour y répondre. Donc, n'hésitez vraiment pas à venir donc poser vos questions. Ça nous fera plaisir d'y répondre à la fin. Donc, sans plus tarder, je commence avec l'introduction. Qu'est-ce qu'un ransomware? En fait, au départ, c'était un logiciel qui devait encrypter les données sur un disque dur pour ensuite demander une rançon à son propriétaire. Donc, c'est un logiciel qui est un phénomène quand même assez intelligent d'un point de vue, en fait, d'acteurs malveillants, parce qu'on va aller chercher quelque chose qui a beaucoup de valeur auprès d'un propriétaire et on va essayer d'en extirper une certaine valeur. Et ici, sur la vidéo, qu'est-ce que vous voyez? Ben, c'est un exemple, en fait, de ransomware qui est au travail. Donc, c'est une version, évidemment, assez accélérée pour les bienfaits de la cause. Mais vous voyez donc un ransomware qui a encrypté tous les fichiers d'un disque dur, qui les a remplacés par une version encryptée. Et ensuite, vous avez vu en accéléré l'exemple d'un client qui aurait tapé le mot de passe qu'il aurait acheté avec sa rançon. Et vous voyez donc à la fin que des images reviennent et que finalement, les fichiers ont été décryptés.
Donc, le ransomware, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre à la base. On verra aujourd'hui comment est-ce que cette menace-là a évolué dans le temps. Et c'est important de comprendre aussi que de manière assez loufoque, c'est pas une attaque qui est récente. Donc, déjà dans les années 80 et 90, on avait des attaques de ransomware. Mais dans ce cas-ci, en fait, les gens, quand ils inséraient une disquette floppy, pour ceux qui ont déjà utilisé ça dans leur ordinateur, eh bien, tous leurs fichiers étaient encryptés et ensuite, ils devaient envoyer un mot de poste à la personne qui avait encrypté leur fichier pour recevoir le mot de passe. Ce qui a changé depuis cette époque-là, évidemment, c'est l'apparition de technologies d'anonymat. On peut penser aux crypto-monnaies, on peut penser au dark web aussi. Et toutes ces technologies-là permettent aux délinquants de s'attaquer à d'autres personnes de manière anonyme, de faciliter les paiements, évidemment, pour les recevoir de manière anonyme aussi. Et donc, c'est ce qui a fait qu'il a démocratisé un peu ces attaques-là et qui fait qu'aujourd'hui, elles sont rendues si importantes que ça. Maintenant, justement, si on regarde comment est-ce que ces attaques-là ont vraiment évolué au cours des dernières années, et je vous dresse vraiment un portrait, en fait, de ce qui se passe en ce moment. Donc, on ne remontera pas 20 ou même 15 ans en arrière. On parle vraiment des derniers mois et des dernières années. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, on a vu que le ransomware, en fait, c'est devenu un phénomène qui est extrêmement ciblé. Et ça, c'est vraiment une source d'inquiétude pour les institutions privées, mais aussi publiques. Je sais qu'on a plusieurs personnes du domaine public ici. On a vu les délinquants se sont beaucoup attaqués à des villes, à des institutions publiques aussi. Et ces institutions-là, pourquoi est-ce qu'elles sont ciblées? Bien, premièrement, parce qu'elles ont plusieurs centaines, des fois même plusieurs milliers d'ordinateurs. Et ça veut dire qu'en s'attaquant à une cible, bien, on est capable donc de demander plusieurs centaines ou plusieurs milliers de rançons. Donc, évidemment, pour les délinquants, c'est quelque chose qui est très, très, très avantageux. On a vu, en fait, plusieurs villes et même plusieurs compagnies pour essayer de se protéger contre, justement, les attaques de ransomware, mettre des annonces qui disaient nous, si vous nous attaquez, on ne vous paiera jamais de rançon. Et on verra dans quelques instants comment les délinquants ont répondu à ça. Mais il faut comprendre, donc, que si vous êtes victime d'un ransomware, probablement, si vous avez été visé, et c'est pas nécessairement juste quelqu'un qui essayait d'infecter le plus d'ordinateurs possible qui s'est attaqué à vous. L'autre phénomène qu'on a remarqué aussi dernièrement, c'est des rançons qui deviennent de plus en plus dispendieuses. Et c'est pour ça, en fait, que c'est important de cibler des victimes comme vous qui possédez des gros parcs informatiques. C'est parce que ça permet d'aller chercher beaucoup d'argent. Et ici, vous avez un exemple, en fait, de la ville de Baltimore qui a transféré 6 millions de dollars, donc pour payer une rançon, et qui maintenant, en fait, se questionne, et on pourra en parler dans le Q&A si vous voulez, justement, de cette question de comment est-ce qu'on peut se protéger? Est-ce qu'on peut aller avec des assurances aussi? Mais ça fait beaucoup de sens pour les délinquants de se tourner vers des institutions publiques, mais aussi privées, parce qu'un individu va peut-être vouloir payer quelques centaines, peut-être 2000 dollars. Mais ici, on a un exemple, en fait, et il y a plusieurs cas de compagnies qui ont payé des millions de dollars en rançon. Et ici, c'est toujours un peu surprenant de voir le nombre d'entreprises qui n'ont pas de backup quotidien de toutes leurs données. Et c'est ici, on peut prendre quelques secondes pour vous rappeler l'importance d'avoir des backups et surtout de se questionner comment est-ce qu'on peut faire des copies de sauvegarde qui vont nous protéger contre les ransomware. Parce que, évidemment, les ransomware, en fait, vont être excessivement doués pour détecter ces copies de sauvegarde-là et essayer de les encrypter, elles aussi. Maintenant, une autre chose qui a beaucoup évolué au niveau des ransomware, c'est au niveau, en fait, de qu'est-ce que ces logiciels malveillants-là sont capables de faire. Et ici, il faut vraiment comprendre comment est-ce que le champ du ransomware a complètement été transformé au cours des dernières années. Et un des plus grands changements, en plus de cibler des institutions en particulier, c'est d'essayer de se dire pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas jumeler les ransomware avec toute une autre classe de logiciels malveillants. Et ici, à droite de l'écran, ce que vous voyez, c'est les fonctionnalités qui sont intégrées dans un ransomware assez développé, assez moderne, je l'admets. Mais donc, ce logiciel malveillant-là, quand il va s'installer sur un ordinateur dans votre réseau, il va passer au travers de toute cette liste-là, ou du moins, il a toutes ces fonctionnalités-là. Et qu'est-ce qu'il va essayer de faire? Il va essayer de voler les mots de passe dans les furteurs, les logiciels FTP, les messageries instantanées, les courriels. Et quelque chose qui est très prisé, donc les Remote Desktop Protocol de Windows aussi, donc les identifiants de Windows pour être capable de se connecter aux machines. Ils vont aussi donc passer au travers de l'historique de navigation, de vos cookies pour vous impersonnifier quand ils vont se connecter sur des services.
Ils vont essayer de s'attaquer à vos portefeuilles de crypto-monnaies. Et ils vont même faire de la surveillance proactive pendant une certaine période de temps. Donc, on va avoir ce qu'on appelle des keyloggers ou des enregistreurs de frappe qui vont surveiller qu'est-ce que vous tapez sur votre clavier. Ils vont possiblement même partir la caméra sur votre ordinateur pour enregistrer du vidéo. Et peut-être quelque chose qu'on peut apprécier de leur part, c'est qu'ils vont même nettoyer votre ordinateur d'autres logiciels malveillants pour s'assurer que c'est vraiment les seuls qui vont être sur votre ordinateur. Donc, ce qu'on se rend compte, en fait, c'est que les ransomware modernes, c'est beaucoup plus qu'un ransomware. En fait, c'est des logiciels malveillants extrêmement complets qui vont passer au travers de toute cette liste. Et une fois qu'ils vont avoir extirpé finalement toute la valeur de votre ordinateur, c'est à ce moment-là, finalement, que la partie ransomware va s'activer et que c'est à ce moment-là qu'ils vont donc encrypter les fichiers sur votre disque dur et vous demander une rançon. Et donc, il faut vraiment voir que les attaques de ransomware modernes, c'est vraiment une longue chaîne d'attaques où l'encryption des fichiers, finalement, c'est uniquement la dernière partie de cette longue étape-là. Et ici, pourquoi est-ce que les gens vont essayer de voler vos fichiers? Bien, évidemment, il y a plusieurs raisons. Mais une attaque qui est quand même assez inquiétante ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler, c'est la mise aux enchères des données qui ont été dérobées. Donc, alors qu'auparavant, vous pouviez recevoir une alerte qui vous demandait de payer, par exemple, 1 million de dollars pour avoir tous vos fichiers à nouveau. Maintenant, ce qu'on se rend compte, puis ici, vous avez un exemple, en fait, d'enchère, c'est que une fois qu'une compagnie ne veut pas payer une rançon, eh bien, les délinquants vont donc mettre ces fichiers aux enchères. Et ici, ils vont souvent publier des échantillons des fichiers qui ont été dérobés. Ils vont nommer la compagnie. Ici, par égard à la compagnie canadienne que j'ai mis ici, j'ai censuré son nom. Mais donc, on va publier donc des échantillons de fichiers et on va nommer la quantité d'informations. Et dans ce cas-ci, on se rend compte qu'on a environ 22 000 fichiers de Microsoft Office. On a 3 bases de données qui sont mises en vente. Et ici, on se rend compte que les enchères sont excessivement élevées. Donc, on parle d'un prix de départ de 50 000 $ et pour faire un achat instantané, on parle d'un prix d'environ 100 000 $. Et évidemment, ici, c'est vraiment une mine d'or d'informations pour les compétiteurs. C'est évidemment aussi une possibilité de faire du chantage auprès de l'entreprise. Et on se rend compte donc que les ransomware permettent déjà de dérober des mots de passe, dérober des crypto-monnaies, dérober beaucoup d'informations confidentielles. On peut demander une rançon et en plus, on peut revendre les informations qu'on a collectées. Et donc, vous connaissez tous l'expression « est-ce que le crime paie ?» Dans ce cas-ci des ransomware, on dirait vraiment que le crime paye encore et encore et encore, finalement. Maintenant, les attaques de ransomware sont rendues extrêmement sophistiquées. Mathieu pourra en parler, je pense, dans son témoignage dans la deuxième partie de la présentation. Mais on se rend compte donc que les attaques sont de plus en plus difficiles à détecter. Et ici, je vous ai donné un exemple, en fait, d'un ransomware qui utilise, en fait, le service dymcheck.com. Et vous connaissez probablement, pour la plupart d'entre vous, le service virustotal.com. VirusTotal, c'est un endroit où on peut envoyer nos fichiers et leur demander est-ce que un parmi plusieurs antivirus reconnaît ce fichier-là comme étant malveillant. Le problème avec VirusTotal, c'est que les fichiers qui sont soumis à VirusTotal sont ensuite envoyés aux compagnies de sécurité qui peuvent ensuite vérifier si c'est bien un logiciel malveillant et ensuite l'ajouter à leur banque de logiciels malveillants. Donc, il y a d'autres services, comme on peut voir ici DYNCheck, qui permettent de regarder si un fichier est malveillant ou non, sans nécessairement alerter les compagnies de sécurité. Donc, ça nous permet vraiment de procéder à cette vérification-là sans avoir finalement donc de problèmes de détection. Les ransomware sont aussi beaucoup plus difficiles à bloquer pour d'autres raisons. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est un ransomware qui est en action. Et la première chose que ce ransomware va faire, c'est qu'une fois que l'ordinateur va être mis en veille ou qu'il sera plus utilisé, le ransomware va redémarrer l'ordinateur et va le mettre en safe mode. Évidemment, pourquoi est-ce qu'on voudrait le mettre en safe mode? Ben, c'est parce que dans ce mode de Windows, souvent, l'antivirus ne va pas être activé. Plusieurs protections qui sont habituellement dans Windows ne seront pas activées. Et donc, ça permet au ransomware de faire son travail de manière beaucoup plus discrète et sans nécessairement avoir des bâtons dans les roues, autant que dans une version de Windows d'habitude.
Évidemment, il y a beaucoup d'autres raisons. Donc, en termes d'innovation, je peux peut-être y revenir dans le Q&A si ça vous intéresse. Mais on se rend compte donc que c'est des ransomware vont aussi donc s'attaquer à des systèmes sans laisser de traces sur le disque dur. Ils vont avoir des fonctionnalités pour devenir administrateur des machines sans nécessairement avoir le mot de passe. Ils vont être capables de rentrer sur les machines à travers donc des macros dans des documents Word, à travers des commandes PowerShell. Ils vont être persistants dans le temps et ils vont même en fait s'installer tellement intimement dans un système que si vous essayez d'arrêter le ransomware, eh bien finalement, il va faire le bon vieux blue screen of death et il va forcer votre machine à redémarrer pour recommencer donc l'encryption des fichiers. Donc, on se rend compte en fait que c'est des attaques qui sont de plus en plus difficiles à bloquer. Et ici, vous avez même un autre exemple en fait de technique que les acteurs malveillants peuvent utiliser. Et s'ils sont capables de se connecter à l'une de vos machines, ben ils sont capables en fait de dire à leur ransomware d'infecter un dossier à la fois plutôt que toute la machine au complet. Et donc, évidemment, qu'est-ce que ça leur permet de faire? Ça leur permet en quelques instants, comme vous voyez ici dans le vidéo, d'encrypter un fichier directement qui pourrait contenir des documents peut-être un peu plus sensibles. Et donc, même si votre équipe est capable de répondre en quelques minutes à un incident, évidemment, le fait que les données peut-être les plus critiques de votre entreprise ont été encryptées, ça peut causer en fait beaucoup de problèmes pour l'entreprise. Finalement, dernière évolution, dernière innovation, on se rend compte que les acteurs malveillants vont même aller jusqu'à changer les mots de passe Windows des ordinateurs qu'ils ont infectés pour limiter les capacités d'enquête. Donc, évidemment, si vous n'êtes pas capable de vous connecter sur le compte Windows de la machine, ça devient plus difficile de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et on se rend compte qu'il y a même des ransomware qui vont mettre un mot de passe au niveau du démarrage de la machine. Donc, vous ne pourrez même pas vous rendre jusqu'à Windows. La première chose que vous allez voir quand votre machine va démarrer, c'est un message qui va vous dire un petit peu comme ici, « Bonjour, vos fichiers ont été encryptés. Pour les revoir, envoyez-nous un courriel. » Et donc, rendu à ce moment-là, ça devient excessivement difficile de faire une enquête et de comprendre donc quel est le problème, de où vient la source du problème finalement. Maintenant, Mathieu va en reparler dans quelques minutes, mais quels sont les principaux vecteurs d'infection quand on parle de ransomware? Bien, évidemment, le spam reste toujours d'actualité. Donc, le spam vous allez recevoir donc un courriel, un message texte qui va vous demander d'ouvrir un fichier, de cliquer sur un lien. Et ça peut vous amener donc, comme la troisième étape qu'on a ici, qui est l'infection de sites web, donc vers des sites web qui vont infecter votre machine. Et partant donc de cette infection à travers un site web, on va se rendre compte donc que votre réseau local va être exploré par le ransomware et toutes les machines sur votre réseau local, et ça ici, c'est un peu, si je reviens à ce que je disais un peu plus tôt, on revient à vos copies de sauvegarde. Celles-ci vont aussi être donc encryptées par le ransomware et le ransomware va même être capable d'encrypter tous les disques que vous avez branchés dans vos systèmes. Donc, ça peut être un disque dur externe USB, ça peut être une clé USB, et on se rend compte que la propagation devient fulgurante dès qu'on va brancher une clé USB dans un autre réseau. Lui aussi va donc être infecté. Donc, on voit cette espèce de chaîne d'infection qui peut partir en fait de spam, infecter des sites web, passer à travers des réseaux locaux, infecter des disques qui sont mobiles pour ensuite infecter d'autres réseaux par la suite. Un autre point qui est très vu par les temps qui courent, c'est aussi les attaques de RDP. Donc, si vous avez des serveurs qui sont sur Internet, qui sont pas protégés par des pare-feux et que les gens sont capables de deviner les noms d'utilisateurs et les mots de passe sur ces machines-là, un peu comme j'ai montré il y a quelques instants, les gens vont se connecter à ces machines et vont ensuite soit lancer leur ransomware sur la machine au complet, ou encore, ils peuvent y aller dossier par dossier pour infecter quelques machines et ça permet très rapidement donc de s'attaquer à des compagnies. Et ici, on voit donc que les menaces peuvent venir de plusieurs endroits et on se rend compte aussi que la vitesse d'infection va être fulgurante avec tout ce que j'ai dit au niveau de la sophistication des ransomware. Évidemment, on rentre dans un monde où essayer de bloquer l'exfiltration de données et l'encryption des données devient excessivement difficile. Et question de ne pas rendre la pilule, disons, encore moins rose,
On se rend compte en fait que les ransomware ont des modèles d'affaires qui sont extrêmement lucratifs et en général, on va avoir donc deux types de ransomware. Le premier va être vendu comme un software as a service et ici, ce que vous voyez à l'écran, c'est l'évolution d'un logiciel qui permet de générer des ransomware. Et donc, ici, les utilisateurs, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ben, ils vont payer pour acheter donc un ransomware. Et ici, vous avez le panneau de contrôle qui va permettre à l'acheteur de décider quelles sont les fonctionnalités qu'ils veulent mettre dans leur ransomware. Donc, vous voyez en fait qu'il y a des dizaines en fait d'options ou de configurations possibles. On peut changer l'icône, on peut changer l'extension des fichiers qui vont être encryptés. On peut changer, comme vous voyez à droite, les messages où les bitcoins sont envoyés. On a des listes, en fait, d'inclusion et d'exclusion aussi. Et les gens vont donc aller voir un développeur, le payer pour obtenir ce logiciel-là qui va leur permettre de créer finalement leur ransomware. Et ici, évidemment, la tâche devient de distribuer ce ransomware-là, d'avoir une infrastructure de contrôle qui va être en ligne aussi. Et donc, il y a beaucoup de travail pour le délinquant pour justement infecter des machines et gérer une infrastructure qui va être distribuée en ligne. Maintenant, l'autre option qu'on a vue aussi, c'est d'avoir des services qui sont dits plutôt hébergés. Et dans ce cas-ci, les acteurs malveillants, en fait, vont devenir ce qu'on peut appeler des resellers en bon français, mais vont recevoir de quelqu'un un ransomware et leur travail, donc, va être d'infecter des machines. Et ici, on va avoir une division des profits et une division des revenus pour dire que la personne qui a créé le ransomware, qui gère l'infrastructure de contrôle, va recevoir une part des revenus, alors que de l'autre côté, on va avoir la personne qui a infecté les machines qui va se retrouver avec un pourcentage. Et ici, vous avez en fait le panneau de contrôle en ligne des personnes qui vont distribuer ce ransomware-là. Et vous voyez donc que c'est très facile à utiliser pour ces personnes-là. Ils ont des statistiques sur leur utilisation parce qu'évidemment, ils ont besoin d'avoir et de comprendre en fait combien de machines ils ont infectées pour savoir combien d'argent ils vont recevoir. Et ici, on voit donc que c'est tout un développement qui se fait en communauté et c'est peut-être une des choses qui est très inquiétante à ce niveau-là, c'est de se dire que les développeurs donc vont demander à la communauté quelles sont les fonctionnalités que vous aimeriez avoir dans votre ransomware. Et comme vous voyez ici, ben, on voit en fait l'ajout d'une liste d'exclusion. Donc, les délinquants, à partir de ce moment-là, pouvaient choisir quelle extension ne pas encrypter sur un disque dur. Et c'est ce qui fait en fait que ce qui risque de vous faire le plus mal, les délinquants risquent d'être au courant de qu'est-ce qui leur serait utile et de demander aux développeurs de l'implémenter dans leur ransomware. Ce qui fait qu'on a un développement à chaque semaine ou à chaque mois de tous ces logiciels-là. Et je vais terminer là-dessus avant de passer le mot à Mathieu. Mais ici, ce qu'on se rend compte, c'est que toutes ces attaques extrêmement sophistiquées sont relativement abordables. Donc, si on se promène un peu sur les forums sur le Dark Web, on va se rendre compte qu'un coût pour acheter un ransomware, on va parler d'autour de 2500 $ US pour avoir une licence à vie, donc en format SaaS. On peut aussi payer par mois si, disons, l'argent est un peu serré ce mois-ci. On parle d'environ 800 $ par mois pour un SaaS. Et quand on parle de services hébergés, ben on va parler d'environ 250 $ que la personne va recevoir pour chaque machine qu'elle infecte, ou on va parler en fait de payer peut-être un 35% pour pouvoir avoir la machine infectée. Donc, quand on compare ces montants-là au montant des rançons qui sont infectées, on se rend compte qu'avec une victime, déjà, notre prix d'achat risque fort bien d'être remboursé, et ce qui explique en fait qu'on a autant d'attaques de ransomware en ce moment. Et Mathieu, on peut peut-être passer à ton étude de cas et pour montrer donc, donner un exemple de dans la vraie vie, comment est-ce que tout ça peut s'actualiser, puis peut-être donner quelques pistes de solutions aussi. Donc, je te passe la parole. Merci, David, pour l'introduction. Donc, aujourd'hui, ce que je veux vous présenter, c'est une étude de cas, en fait, qui est une étude de cas basée sur la réalité, qui est basée sur notre expérience, mais qui n'est pas une étude, qui est basée sur une expérience en particulier, mais qui a été un peu modifiée de façon à la rendre anonyme, parce que c'est pas un dossier qui a été rendu public. Mais 80% des faits que vous allez voir, ce sont des faits qui se sont déroulés réellement. Et dans certains cas, j'ai joué un petit peu avec la réalité là, pour illustrer le propos.
et cacher qui est l'organisation victime d'attaque. Donc, le contexte de l'étude de cas, on a une entreprise d'environ 1000 employés, secteur générique manufacturier avec centre de logistique, transport. On parle d'une organisation qui a plus d'une dizaine de points de service répartis sur un certain territoire canadien. On parle quand même d'une organisation avec environ 200 serveurs, 500 postes de travail et un autre bloc d'environ 500-600 postes mobiles de type IoT, OT, bien entendu dans le secteur qui sont manufacturiers. Alors, un réseau quand même assez bien étendu en MPLS, quelques services cloud, mais relativement peu dans un contexte 2020, c'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui sont beaucoup plus cloud que ça, mais un certain mélange. Un groupe quand même d'une vingtaine de personnes en technologie, donc on parle pas d'une organisation là, qui peine avec une personne en TI puis qui en a par-dessus les épaules. C'est donc plusieurs programmeurs, parce qu'il y a quand même des applications maison avec un centre de service et puis des administrateurs de domaine. Donc, c'est une organisation qui est protégée de façon relativement standard. Des antivirus, des pare-feux déployés et c'est une entreprise qui va bien. Le nouveau directeur TI qui est arrivé depuis environ 6 mois. Et ça, vous allez voir, c'est important selon nous dans le contexte. Donc, le directeur TI arrive, fait un diagnostic, présente un plan de match à la direction avec approbation d'investissement quand même assez substantiel pour améliorer l'état de la situation. Donc, un diagnostic qui est posé que ce serait intéressant qu'ils investissent en cybersécurité. Et on est au 20 décembre, donc on est en la période 2019, juste avant la période de Noël. Et les investissements sont prévus démarrer nouvelle année financière au 1er janvier. Donc, premier symptôme, vendredi matin, 4h22, c'est une entreprise qui a plusieurs lève-tôt qui fonctionnent quasi 24 heures par jour par la nature des activités. Et là, donc, au centre de service, on commence à recevoir des appels des utilisateurs qui voient qui essaient de se connecter sur les systèmes puis qui voient qu'il y a une demande de rançon, en fait, qu'il y a un chiffrement des données puis ils sont plus capables de se connecter sur leur poste de travail, accéder à leur fichier pour travailler les applications. Donc, le centre de service escalade auprès du chef de service. Le chef de service se fait réveiller en pleine nuit à 4h22 par cet appel-là. Et lui, donc, première action qu'il porte, il appelle un des administrateurs réseau pour lui demander, Ronald, qui est un nom fictif, bien entendu, Ronald, peux-tu regarder ça? Puis le chef de service, en pensant que c'est un incident régulier, il va se recoucher. Ronald, lui, il est chez lui, bien entendu, il s'est fait réveiller également. Alors, tout en essayant de se réveiller, essaye de comprendre ce qui se passe, l'étendue des dommages. Donc, de chez lui, se connecte en VPN. Le VPN fonctionne, bien entendu, mais c'est très lent. Il y a de la difficulté à se connecter sur ces systèmes. Il y a de la difficulté à sauter d'un système à un autre. Il rend compte à chaque fois qu'il passe d'un serveur à un autre, il s'aperçoit que c'est le même message de chiffrement des données. Et là, la pression commence à monter, mais le temps s'écoule quand même pendant ce temps-là. Le temps qu'il essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe. Alors, on arrive et puis... donc, ça, c'est le message, par exemple, de la demande de rançon. 43 bitcoins. 43 bitcoins, on parle du 20 décembre, on parle aux alentours de 430 000 de rançon. Donc, Ronald qui commence à comprendre que c'est un problème beaucoup plus important que ce qu'il pensait au départ, que ce que tout le monde pensait au départ, rappelle son chef de service, 5h35. Et puis, donc, bien entendu, la discussion, elle n'est pas Jojo, c'est, regarde, Paul, qui est le chef de service, on a un gros problème. Il n'y a aucun des serveurs sur lesquels j'ai tenté de me connecter qui est fonctionnel. Tout semble chiffré. J'ai de la difficulté à opérer. Et là, donc, c'est sûr qu'il y a un sentiment de stress très important qui s'installe.
et un certain sentiment de panique aussi, parce que c'est la première fois qu'ils font face à une situation aussi désastreuse. Ils se consultent rapidement et là, bien sûr, la décision, c'est première décision technique, si on veut, là. Donc, c'est de mettre les systèmes complètement off. Donc, les hosts Hyper-V sont mis shutdown carrément afin de contrôler l'étendue des dommages. Donc, première réaction, c'est on met tout shutdown et puis on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe plus en détail, mais on va essayer de limiter les dégâts. Bien entendu, il est déjà très tard dans le processus. Et là, donc, l'escalade commence à se faire. Le chef de service appelle le nouveau directeur TI, la visée du problème. Et puis, pendant ce temps-là, il se dirige vers l'entreprise, bien entendu, puisqu'il n'y a rien qui est fonctionnel. Alors là, on a la chaîne de commandes qui commence à s'installer vers les 6 heures du matin. Les utilisateurs continuent à arriver dans la société. Et bien entendu, pour personne qui est fonctionnel, vous pouvez vous imaginer la situation, les employés qui arrivent, la rumeur qui s'installe. Et donc, plus personne n'est fonctionnel, plus personne ne réussit à travailler. Et donc, ça commence à être le chaos. Dans cette situation-là, on s'aperçoit que les emails ne sont plus fonctionnels. Donc, les gens n'arrivent plus à communiquer entre eux. Les téléphones qui sont voix sur IP ne sont plus fonctionnels non plus. Donc, il n'y a plus de services d'entreprise téléphoniques. Les clients sont plus capables de rejoindre l'entreprise. Autre que par, bien entendu, les téléphones cellulaires individuels des individus. Donc, les gens commencent à utiliser plus leur cellulaire qui fonctionne. Mais il n'y a plus moyen de communication officielle autre que physiquement entre tête à tête. Donc, les gens se déplacent aux centres de service pour s'enquérir de ce qui se passe, essayer d'avoir un horizon de problèmes réglés. Bien entendu, personne n'est capable de répondre à cette question-là. Quand est-ce que les systèmes vont être disponibles à nouveau? Alors, il y a des questions, beaucoup de questions qui s'installent. Il y a peu de réponses qui sortent. Et on commence à s'inquiéter sur par où commencer. Et bien entendu, le seul espoir qu'on a présentement, c'est que le backup est sur tape. Et courte validation, les backups ne semblent pas être impactés. Pourquoi je le mentionne, c'est parce que dans plusieurs attaques qu'on a vues, tout dépendant comment les backups sont faits, les backups peuvent être également impactés. Parce que, comme David le mentionnait, le modèle d'affaires des ransomware, c'est de vous empêcher de récupérer votre information. Donc, dans ce cas-ci, un backup sur tape, à froid, les données sont possiblement récupérables. Donc, une lueur d'espoir qui se dresse devant eux. Alors là, on tente d'escalader dans l'organisation, mais le plan formel d'intervention, en fait, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. C'est une organisation qui est peu mature pour traiter des incidents. Ce sont des gens d'affaires qui sont très débrouillards, qui sont très créatifs et qui sont capables d'improviser comme tous les humains. Mais en improvisation, malheureusement, c'est que ça laisse place à beaucoup d'erreurs. Et donc, bien entendu, les communications sont chaotiques. On se crée une forme de cellule de crise au niveau de la direction. On essaie d'identifier déjà les premières étapes. Alors, première étape qui est mise en place, c'est un message téléphonique enregistré sur un téléphone hardline, donc qui n'est pas une voix sur IP. Donc, on a des téléphones d'urgence qui sont quand même accessibles. Et on laisse un message auprès des clients pour au moins les informer que l'entreprise éprouve des difficultés, sans mentionner bien entendu laquelle, et qu'on tente de corriger la problématique. Donc, d'être patient et d'essayer d'autres moyens de communication. Donc, on fait face déjà à la problématique de qu'est-ce qu'on dit à nos clients, comment est-ce qu'on opère, qu'est-ce qu'on dit à nos employés aussi, qu'est-ce qu'on fait avec nos employés. On est le 20 décembre, cette organisation-là, à ce moment-là, a la chance, et je le dis bien, c'est une chance d'être le 20 décembre, à la veille de Noël.
Donc, la décision a été prise assez rapidement le matin pour renvoyer les employés, sauf quelques employés nécessaires dans les usines ou dans les centres de logistique, pour continuer sur des opérations qui ne nécessitaient pas de système informatique. Tous les autres ont été retournés à la maison en attendant de régler le problème, en espérant qu'on puisse régler le problème rapidement. Mais on est juste à la veille de Noël, donc la business avait déjà commencé à ralentir. On est le 20 décembre. Ça, c'est la chance qu'on a présentement, ce timing-là. Donc, le matin, on est toujours le matin, pendant tout ce temps-là, pendant qu'on s'organise, pendant qu'on prend les premières décisions au niveau de la direction, pendant que les employés retournent tranquillement chez eux, tout en quittant pas trop rapidement, parce que là, bien entendu, c'est une situation qui est pas vécue souvent, et donc les employés se parlent entre eux, essayent d'identifier des solutions. Eh bien, au niveau des technologies, c'est sûr qu'on tente de rétablir les opérations. Alors, on a fait revenir au bureau, où tout le monde est revenu au bureau. On se met en petit groupe, on parle d'un petit groupe d'administrateurs de 4-5 personnes, et là, on tente de rétablir les opérations. Donc, je vous rappelle que tous les serveurs, tous les hosts sont éteints. Et là, on s'aperçoit de plus en plus qu'il n'y a rien qui fonctionne. Puis on se pose des questions. On commence par où? Et là, donc, dans le contexte des entreprises, c'est là que la réponse va varier. Est-ce qu'on est assuré? Est-ce qu'on sait qu'on est assuré? Est-ce qu'on connaît nos clauses d'assurance? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on appelle la police? Est-ce qu'on n'appelle pas la police? Est-ce que la police peut nous aider? Vers qui on se tourne? On commence par essayer de relever quel système, de quelle façon. Et c'est là qu'on tombe en essai-erreur et c'est là, lorsqu'on est mal préparé, qu'on fait plus d'erreurs qu'on devrait faire. Lorsqu'on est bien préparé, on peut pas se préparer à tout et on peut pas faire face à toutes les situations parce que vous avez vu un peu, là, les ransomware, il y en a de nombreuses variantes. Il y a de nombreuses façons d'opérer ce service-là, de nombreuses façons de rentrer dans vos systèmes. Ils sont pas tous égaux. Il y en a qui sont plus faciles, il y en a qui sont plus vieux, il y en a qui sont plus neufs. Il y en a qui vont faire de l'exfiltration, il y en a un petit peu moins. Donc, chaque situation est différente. On peut pas tout planifier, tout prévoir, mais par l'absence de planification, ben, c'est le niveau d'erreur qu'il y a. Donc là, on est en état de stress. Vous avez bien compris, là, on le vit à travers les yeux un peu du client. Et cet état de stress-là, ben, c'est sûr que c'est humainement difficile à gérer. Alors, nous, de notre côté, à 14h20, c'est l'appel de détresse qui entre. Et donc, comme tout appel de détresse, on peut donner un peu le contexte d'un centre d'urgence. La première étape, c'est le triage. En fait, nous, on se fait appeler dans ce contexte-là. Et il y a deux choses importantes dans l'appel qui entre. La première chose, c'est de faire un triage pour bien comprendre à quoi on fait face. C'est quoi l'incident qui est en cours, c'est quoi les dommages. Et à travers tout ça, la deuxième chose la plus importante, c'est de gérer le stress. Souvent, le stress est vraiment tout proche de la panique, tout dépendant du niveau de maturité de l'organisation des personnes en charge, de leur expérience passée. Et donc, d'entrée de jeu, là, même si on fait face à une situation catastrophique, eh bien, on a un rôle à ce moment-là de calmer un peu le jeu. Donc, on pose les questions, bien entendu, qu'on a vu tout à l'heure, le nombre de systèmes qui sont impactés, qu'est-ce qui s'est passé, quand est-ce que ça a commencé. Pourquoi quand ça a commencé? Ça, c'est une autre petite leçon apprise. L'appel à détresse, dans le cas que je vous mentionne, est rentré quand même assez rapidement. On parle d'environ d'une dizaine d'heures entre les deux, 8-10 heures. Souvent, ce qui va arriver, c'est l'appel à détresse va entrer 3 à 5 jours plus tard. Parce qu'humainement, dans les premières étapes, on essaie de se débrouiller, on est inondé d'activités, on ne sait pas par où commencer et on essaie de se débrouiller seul. Ça, c'est très, très, très humain comme réflexe, ce qui fait en sorte que lorsqu'on retarde l'appel de détresse, on a souvent donc des situations où les gens sont
au bord de l'épuisement. Ça fait 48 heures, 72 heures qu'ils travaillent quasiment sans arrêt à essayer de rétablir. Et ça, donc, c'est un des premiers défis, là, si vous avez un plan d'action, si vous êtes capable de mettre en œuvre un plan d'urgence, eh bien, c'est là que ça l'aide. C'est aller chercher l'aide plus rapidement. Parce que plus rapidement on va chercher de l'aide, bien, plus rapidement on a la chance de rétablir les systèmes. Alors, dans ce cas-ci, on sait que c'est Ryuk par tout simplement l'information qui est véhiculée. En déduisant que c'est Ryuk, on est capable à ce moment-là déjà de préparer l'équipe en ayant fait face à plusieurs reprises à du Ryuk. On sait donc un peu ce qui se cache derrière. Alors, Ryuk particulièrement, puis là, tu sais, c'est pas faire le procès de tous les ransomware, mais Ryuk, bien entendu, est connu dans le marché. On n'est pas les seuls qui connaissons Ryuk. Ryuk est une combinaison, en fait, est souvent l'aboutissement d'une combinaison d'Emotet et TrickBot, qui sont deux autres malwares qui sont conduits par la même organisation criminelle derrière. Et puis, on va le voir tout à l'heure un peu plus dans le détail, là. Donc, comment ça se passe, une infection, Emotet, TrickBot, qui se termine par Ryuk. Ça a l'air de quoi un peu la chaîne de commande de tout ça et le déroulement. Mais donc, on sait déjà qu'on va faire face à très forte probabilité à du Emotet et du TrickBot. Donc, les opérations qu'on va mettre en œuvre vont être orientées dans le rétablissement des opérations en ayant ça en tête. En ayant en tête que Emotet est dans l'environnement, TrickBot est dans l'environnement et que ce sont deux malwares qui sont difficiles à extraire des systèmes. Alors, il y a peu d'outils qui sont capables de combattre ces deux bestioles-là. Et donc, on a ça en tête déjà en partant et on s'organise en conséquence. Ce qui est important aussi, c'est que pendant qu'on commence à s'organiser, on donne nos premières instructions. Premières instructions, c'est les leçons apprises dans les playbooks quand on fait face à un ransomware. Qu'est-ce qu'on devrait conduire comme opération? Alors, la première chose à faire, c'est de ne pas éteindre les machines. Alors, contrairement à ce que la majorité des gens font ou ce que ce client-là a pu faire, on ne devrait pas éteindre les machines, les postes et les serveurs. On devrait les déconnecter du réseau, les rendre donc inaccessibles à distance. Mais pourquoi on ne devrait pas éteindre les machines? C'est qu'on veut protéger ce qui est en mémoire, ce qui est en RAM. Il y a de l'information utile, utilisable dans le futur, et en fait, qu'on veut conserver normalement en RAM. La majorité du temps, par contre, malheureusement, on ne l'a plus. Ça peut-être que ça ralentit le processus ou que ça nous empêche d'investiguer de façon plus approfondie, mais dans ce cas-ci, c'est fait. Les serveurs sont éteints, donc on sait qu'on a perdu la RAM. Deuxièmement, donc, de déconnecter les services dans la mesure du possible. Alors, dans ce cas-ci, il n'y a plus rien qui est fonctionnel, donc déconnecter Internet pour couper le pont avec les command and control. C'est bien entendu facile à exécuter. Il y a d'autres types d'incidents où est-ce que la douleur est peut-être plus lourde à supporter. Il y a peut-être des choix différents qui vont être faits. Donc, c'est quoi une équipe d'intervention? Une équipe d'intervention, c'est plusieurs personnes. Ça le dit, le terme, c'est une équipe. Premièrement, de notre côté, on a toujours un leader technique en Digital Forensic and Incident Response. Donc, c'est quelqu'un qui exerce ce métier-là depuis quelques années, qui a plusieurs expériences derrière la cravate et qui est capable de leader une équipe d'un point de vue technique et un peu d'un point de vue gestion. Mais son rôle est avant tout technique, c'est d'organiser les opérations. On a la chance, on a Valentin Bromont, là, qui est un de nos leaders DFR dans l'équipe, qui est en ligne. Donc, si on a des questions un peu plus poussées tout à l'heure, techniquement, là, donc Valentin va être en mesure d'y répondre. On assigne également un coordonnateur. Pourquoi? Parce que le leader technique, pendant qu'il est en train de leader les opérations techniques, il n'a pas le temps de fouetter d'autres chats et donc de trouver les bonnes compétences auprès de la bonne personne, de coordonner des activités plus opérationnelles. Alors donc, ce qu'on veut, c'est que le leader technique se concentre sur les opérations techniques
et on va y assigner un coordonnateur pour faire la gestion un peu plus large du projet. Derrière le leader, il y a plusieurs personnes qui vont intervenir. Il va y avoir des gens qui vont être dédiés à de la surveillance. La surveillance va être très importante de qu'est-ce qui se passe dans l'environnement parce qu'on veut surtout pas revenir en arrière. Il va y avoir des gens qui vont être spécialisés, qui vont aller chercher, par exemple, les preuves informatiques. Il y en a d'autres qui vont être spécialisés sur des plateformes en particulier. On va avoir des Kingpin Windows, Linux, Unix, Firewall, IDS. Donc, dépendant du besoin qu'on a, on va aller chercher une expertise très précise. Il va y avoir un directeur conseil aussi assigné. Le directeur conseil, son rôle est orienté vers la direction. Je reviens sur le point, le leader technique s'occupe des opérations sur le terrain. Il n'y a pas le temps, puis c'est pas souhaitable qu'il commence à discuter des enjeux plus business parce qu'il peut pas être à deux places en même temps. Donc, le directeur conseil, lui, va faire un peu ce que je fais aujourd'hui. Donc, il va interagir auprès de la direction pour expliquer pourquoi c'est important de faire ça dans cet ordre-là. C'est quoi les prochaines étapes? Donc, il va être une espèce de coach à la direction qui en a vu d'autres incidents, qui en a géré d'autres et qui a la capacité de parler avec des exécutifs. Faut pas oublier le bridge coach. Le bridge coach n'est pas dans notre équipe à nous. On conseille à chacun de nos clients d'avoir un bridge coach. C'est quoi un bridge coach? C'est un juriste, donc un avocat qui est spécialisé dans les incidents de sécurité. Donc, pourquoi on le conseille? C'est que c'est un domaine complètement à part. Des décisions juridiques, il y en a plusieurs à prendre à travers ça, où il y a des impacts juridiques à travers les décisions business qui sont prises sur qu'est-ce qu'on dit aux clients, qu'est-ce qu'on dit pas, qu'est-ce qu'on dit à nos employés, à quel moment on le dit, etc. Donc, bien entendu, avoir un bridge coach autour de la table fait en sorte que les entreprises ont des conseils sur des impacts de décisions qui peuvent être prises à court terme, sur du moyen, long terme, ou tout de suite après un incident sur est-ce qu'on divulgue l'incident, est-ce qu'on est obligé, est-ce qu'on devrait le faire, est-ce qu'on peut être poursuivi, c'est quoi les mots qu'on utilise. Donc, ça, c'est le bridge coach qui s'organise avec ça. Dans notre coffre à outils, en tant qu'équipe d'incident response, on vient avec trois grandes choses. On vient bien entendu avec l'équipe qu'on a dit, une équipe qui a non seulement de l'expérience, mais qui se pratique aussi, qui se pratique régulièrement sur les nouvelles menaces, qui revoit ses processus, mais qui a des processus, qui a des playbooks. Et donc, les playbooks ne sont pas à l'épreuve de tout. Comme je disais tout à l'heure, un plan, c'est aussi bon que la profondeur que tu es capable d'aller et les variantes, donc, évoluent à chaque fois. Et donc, ces processus-là, ces playbooks sont à revoir de façon continue. Et bien entendu, on vient avec des outils, en particulier trois grandes catégories d'outils, dépendant du client. Donc, bien entendu, on est en mesure de déployer ce qu'on appelle une technologie EDR chez le client pour faire de la surveillance. Technologie EDR, c'est d'installer ça sur chacun des endpoints, donc les postes, les serveurs, pour aller capter de l'information. Bien entendu, tous les outils de type forensic pour aller capter de l'information, pour après ça faire l'investigation. Des outils de surveillance réseau. S'il n'y en a pas chez le client, si vous n'êtes pas équipé, si vous n'êtes pas en mesure de savoir qu'est-ce qui se passe sur votre réseau, on peut déployer des outils. Et la quatrième forme, ça serait donc des outils aussi de recherche comme Flare. Donc, en fait, on utilise la technologie Flare pour faire de la recherche sur le Darknet, savoir s'il y a déjà eu des fuites d'informations qui ont coulé ou surveiller s'il y a des fuites d'informations qui vont suivre suite à votre incident de sécurité. Les grands écueils rencontrés, en fait, avant ça, donc reprendre le contrôle, on parle d'établir la priorité, les rôles et responsabilités. Ici, là, donc, c'est très important que dès le départ, les rôles et responsabilités des différents intervenants soient bien clairs et soient bien énoncés. Comme on disait, une des premières étapes, c'est de sauvegarder les évidences. Les évidences sont volatiles. Les évidences
sont très importantes pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé, par où c'est rentré, pour que l'organisation apprenne et pour corriger la situation. Parce que ce qu'on veut pas, c'est qu'il repasse par le même chemin plus tard, puis qu'on se fasse avoir à nouveau. Donc, il y a une probabilité que ça l'arrive. Et on commence à s'équiper et à bâtir et à rebâtir le réseau. Donc, les écueils qui sont rencontrés régulièrement dans rebâtir un réseau. Dans ce cas-ci particulier, vous avez bien compris qu'il n'y a pas eu de paiement de rançon. Alors, l'organisation a décidé donc de rebâtir son réseau parce qu'elle avait la capacité avec les copies de sauvegarde. Mais la première chose qui est sous-estimée par les organisations, c'est le temps de récupération des copies de sauvegarde. Puis je pourrais même rajouter le temps de récupération, si vous décidez de payer la rançon, de récupérer des données en les déchiffrant. Bien que ça soit simple de déchiffrer des données, comme on a vu tout à l'heure dans la vidéo, en petite quantité, quand on parle de téraoctets de données, souvent l'espoir de la business n'est pas en lien avec la capacité de déchiffrement ou la capacité de récupérer les systèmes. Alors, on a des statistiques à l'appui, là, qu'on va voir, mais c'est environ, en fait, c'est une moyenne de 10 jours pour récupérer, 10 jours ouvrables suite à un incident de ransomware. Donc, c'est les statistiques qu'on a, puis il y a des organisations qui vont souffrir là, jusqu'à 90 jours pour récupérer leur système, puis récupérer leur business fonctionnel comme elle l'était auparavant. Deuxième défi, c'est l'épuisement. Dans ce contexte-là, on était dans une phase de congé férié. Ça reste que c'est difficile de trouver les bonnes compétences dans une période de Noël et de jour de l'an. Parce que souvent, les gens sont en vacances à l'extérieur du pays, sont en famille, peut-être loin. Même les employés internes, c'est sûr que c'est difficile de leur demander de travailler un 24, un 25 décembre. Donc, on veut récupérer vite. On a la chance d'avoir des congés pour récupérer, mais on a la malchance que c'est des êtres humains là, qui sont là et qu'on leur exige beaucoup dans une période qui est très familiale. L'incapacité d'automatiser, on voit souvent des organisations qui sont peu en mesure d'automatiser leurs opérations dans le cas où est-ce qu'on parle. Donc, l'incapacité de pouvoir distribuer des patchs, de pouvoir distribuer des opérations par des outils centralisés, le fait de devoir penser manuellement ou semi-scripter des choses rend, bien entendu, la récupération plus longue. Et prioriser les actifs, autre contexte. Bien entendu, en l'absence d'un plan, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, les questions fondamentales on remonte les systèmes dans quel ordre? Donc, il y a deux questions là-dedans. Il y a une question business, c'est quels sont les systèmes les plus importants? Et il y a une question technique, quels sont les systèmes qui sont interdépendants les uns avec les autres? Et donc, si on n'a pas de plan de relève, si on n'a pas testé de plan de relève, on est souvent en train de se poser ces questions-là. Et donc, bien entendu, c'est à la business de nous alimenter. Et les réponses de la business sont souvent, je ne sais pas exactement c'est quel système. Ils connaissent leur système, bien entendu, mais toute la question de l'interdépendance n'est pas facile nécessairement sans être préparé à soulever. Donc, dans l'étude de cas que je vous présente, c'est jeudi le 2 janvier, tout de suite au retour des fêtes, que les opérations normales se sont effectuées tranquillement. C'était pas à 100%, on était peut-être à 70-75% vers le retour aux opérations. Mais à tout le moins, la chance qu'on a eue, c'est les congés des fêtes qui étaient de façon générale plus tranquilles. Donc, on a parlé tout à l'heure des demandes de rançon, des statistiques en 2019. Moyenne de rançon, 3 millions de dollars sur des statistiques de l'assureur AIG. Et AIG a vu jusqu'à 30 millions de dollars de demandes de rançon. David a parlé rapidement de ça, mais ce qui est important, c'est que justement, donc,
les demandes de rançon sont habituellement en lien directement avec la capacité de payer de l'organisation. Comment est-ce qu'ils arrivent à faire ça? Ben, ils arrivent à faire ça habituellement parce que ils sont dans votre réseau depuis plusieurs jours avant. Donc, ça, c'est la dernière statistique. 206 jours avant un ransomware, c'est la moyenne d'infiltration et la moyenne durée d'infiltration dans votre réseau. Donc, les opérateurs ont eu le temps d'extraire l'information, celle qu'ils voulaient, celle qui était sensible. Ils ont eu le temps de se documenter sur votre business. Et je reviens sur le point. Le 20 décembre, pour cette entreprise-là, on n'aura jamais la vérité, mais mon avis personnel, c'est pas un hasard. Il y avait des investissements qui étaient prévus pour 2020. Et à mon avis, ils ont chiffré le 20 décembre avant que les investissements commencent et qu'ils soient potentiellement détectés dans le réseau ou même sortis du réseau. Alors donc, je crois peu en la coïncidence dans leur cas, mais c'est peut-être une coïncidence. On a vu tout à l'heure, donc, ça aussi, donc, c'est des statistiques importantes. Il y a deux grandes, dans le cas des ransomware particuliers, hameçonnage, ça répond à 34% des incidents. RDP, compromission par RDP, c'est un large pourcentage. Et ça l'illustre en fait que il y a quand même des vulnérabilités qui sont présentes continuellement dans les environnements. Donc, compromission par RDP, c'est pas nouveau. L'hameçonnage, c'est un peu plus difficile parce que ça fait appel à ce moment-là aux compétences et à la sensibilisation de tous nos employés. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de notre investigation chez ce client-là? On a donné des statistiques. Dans ce cas précis-là, on s'est aperçu que le patient zéro datait déjà de 300 jours. Donc, pourquoi est-ce qu'on veut conduire une investigation? C'est qu'on veut savoir par où c'est rentré, est-ce que c'est là plus longtemps, qu'est-ce qui s'est passé d'autre, est-ce qu'on a une fuite de données, parce que là, ça peut amener d'autres obligations. Et si oui, lesquelles? Et puis, est-ce qu'il faut prévoir d'autres coûts qui vont s'en venir? Donc, le chiffrement, c'est une chose, mais comme on disait tout à l'heure, si nos données se retrouvent en enchère, ben c'est un autre dossier à traiter. Et ça se passe après le rétablissement des opérations. Et donc, c'est deux situations bien différentes à régler. Et l'importance du rapport va varier, c'est-à-dire la direction, elle veut s'améliorer, elle veut faire face à la situation qui s'en vient. Bien entendu, les avocats veulent également prévenir les poursuites potentielles, veulent gérer le dossier d'un aspect juridique. Si vous avez des assureurs, et c'est bien entendu l'assureur, lui, il veut comprendre qu'est-ce qui s'est passé chez vous et il veut surtout savoir qu'est-ce que vous devriez mettre en œuvre pour corriger la situation. Dans le cas précis de l'étude de cas qu'on parle, tout a commencé le 23 février 2019, 300 jours avant l'exécution du chiffrement. C'est rentré spécifiquement par une attaque de phishing. Et puis, c'est un utilisateur. Dans ce cas-là, c'était quelqu'un qui avait malheureusement les droits d'administration de son poste de travail. Donc, c'est un autre enjeu qu'on rencontre. L'utilisation un peu abusive des droits d'administration dans les postes de travail facilite, bien entendu, l'entrée des malwares. Alors, toujours est-il qu'il s'est passé une assez longue période avant un certain pic d'activité qui s'est passé aux alentours du 4 au 11 décembre 2019, où est-ce que je l'ai situé là, dans le temps à peu près là, mais ce qui s'est passé effectivement, c'est qu'il y a eu Windows ATP qui a découvert, qui a été alerté en fait et qui a soulevé des événements de sécurité qui détectaient une anomalie dans la quantité d'informations traitées. Cette anomalie-là a été remontée dans la console et ça a duré quelques jours et personne s'en est vraiment occupé. Donc, par effet de débordement, on est tous occupés par manque d'attention, par priorisation basse de cette activité-là.
Et donc, on présume ici que cette activité-là, ça a servi à exfiltrer une certaine quantité d'informations. Malheureusement, on n'avait pas dans ce contexte-là de preuves officielles de ce qui s'est passé par l'absence de log détaillés. Donc, on ne peut pas dire exactement quel fichier est sorti, etc. On peut dire qu'il y a un niveau d'activité anormal qui a été détecté et on était en préparation, en fait, du 20 décembre. Et le 20 décembre, on a décidé de chiffrer. Je vous parlais tout à l'heure de rançon, jusqu'à quel point les opérateurs de rançon logiciel ont de l'information sur vous. Ça, c'est des cas qui ont été vus, de ressortir tout simplement votre contrat avec l'assurance pour négocier la rançon en disant mais voici, dans ton contrat d'assurance, ça prévoit le paiement d'une rançon jusqu'à tel montant. Alors donc, quand on dit là, qu'ils opèrent, qui sont dans vos réseaux, qui s'informent, qui se documentent avant de chiffrer, ils vont chercher ce type d'informations-là. Ce sont vraiment des businessmen. Les leçons apprises de ça, première leçon apprise, c'est que les entreprises peuvent diminuer le risque de beaucoup par des contrôles de base. Puis là, je ne rentrerai pas dans le détail ce matin de tous les contrôles possibles de mettre en œuvre, mais les grands contrôles qu'on voit, c'est les comptes administrateurs. Compte administrateur, il y a deux grandes faiblesses. Il y en a souvent trop. Il y a des outils qui existent, bien entendu, pour mieux les contrôler, que ce soit par des outils gratuits pour les environnements Microsoft, pour avoir des comptes administrateurs différents sur chacun des postes et des serveurs pour limiter ce qu'on appelle le déplacement latéral. Des mises à jour, les fameuses patchs de sécurité, c'est extrêmement important. Habituellement, on voit de 6 à 12 mois de retard dans les patchs de sécurité et bien entendu, ça facilite leur travail. Et on a vu le point de la surveillance. Il y a une des erreurs qui est notée dans la communauté, c'est qu'on a souvent des symptômes qui sont soulevés par les outils qui sont déployés. Il y a deux éléments, donc souvent, on n'a pas les bons outils. Deux sont peut-être mal configurés. Dans l'étude de cas d'aujourd'hui, l'antivirus lui-même n'était pas à jour. Donc, peut-être que la mise à jour aurait pu permettre de détecter certaines autres anomalies dans le contexte, mais un des points souvent soulevés, c'est qu'on va recevoir des signaux et on va tout simplement donc pas les investiguer. Et donc, les faibles signaux sont faibles, sont souvent présents. Avoir une copie accessible des mots de passe, ce que je veux dire par là, c'est que si vos systèmes ne sont carrément plus disponibles, on a vu des clients, par exemple, avoir des copies de sauvegarde, mais ne plus se rappeler et ne pas avoir documenté le mot de passe qui chiffre les copies de sauvegarde. Donc, on a des copies de sauvegarde, mais on n'est pas capable de les déchiffrer parce que le mot de passe des copies de sauvegarde était dans nos systèmes et juste dans nos systèmes, puis nos systèmes, eux, sont chiffrés par le ransomware. Donc, c'est le genre de détail qui fait mal parce qu'on s'est bien équipé, on est supposé être capable de se relever, mais finalement, on s'est mis nos propres bâtons dans nos roues. Pratiquer sa capacité de relève, j'en ai parlé, et surtout, dans notre capacité de relève, vraiment se questionner sur c'est quoi nos actifs critiques qui vont alimenter notre plan de réponse. Les erreurs courantes vues dans les interventions. La première, ce serait que, on l'a vu tout à l'heure, là, donc par absence de playbook de réponse, bien, on va détruire la preuve involontairement. Quand je veux dire par ça, c'est que la RAM, la RAM, c'est une preuve qui est très volatile. Les logs sont des preuves qui sont quand même relativement volatiles. Volatiles dans le sens que souvent, on va configurer des logs, mais ils vont être bons pour 24 heures. Donc, c'est sûr que 24 heures de log, quand on sait que c'est 206 jours en moyenne que notre réseau est infiltré, ça ne nous permet pas de remonter bien loin. Autre erreur, c'est de remettre les systèmes dans le même état. Alors, bien entendu,
il faut arriver à corriger des choses en faisant une reconstruction de nos systèmes, ne serait-ce que déployer les patchs, mettre à jour les mots de passe administrateurs et de déployer des outils simples mais efficaces pour avoir des mots de passe administrateurs différents. Donc, ce genre de petites étapes-là, on ne parle pas de chantier d'investissement, de tout changer nos systèmes, on parle de jouer sur les configurations et de rendre les configurations plus sécuritaires. Merci beaucoup, Mathieu. Ça a été un plaisir de co-présenter avec toi. Mais je tiens à remercier vraiment tout le monde d'avoir été avec nous aujourd'hui. On était vraiment beaucoup de gens à écouter. Puis, bon dîner à tous. Merci, au revoir.